Ces 5 dernières années, nous avons essayé de faire le maximum de ce qu'on devait faire. Et vous savez, la gestion d'une municipalité couvre plusieurs domaines, de l'éducation jusqu'à l'assainissement. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culturel, l'assainissement, la mobilité urbaine, la mobilisation des ressources, etc. Donc, la gestion même des ressources urbaines, c'est tout ça qu'il faut embrasser. Et c'est tout ça que nous avons embrassé tout au long de ces 5 dernières années. Donc, secteur, domaine par domaine, nous avons essayé de faire le maximum. La première des choses, c'était de voir dans quelle mesure nous devons remettre l'administration sur les rails. Parce que si vous n'avez pas une administration performante, tous les efforts sont vains. Et j'avoue que le diagnostic à notre avènement au niveau de l'administration, vraiment n'était pas bon. Vous imaginez une municipalité qui n'a rien d'aucune entreprise, qui n'a pas un manuel de procédure. C'est catastrophique. Donc il fallait tout faire d'abord pour comprendre. Il fallait tout faire pour faire le diagnostic. J'ai fait un audit rapide sur le fonctionnement de la mairie et j'ai eu le bonheur d'avoir la chance, j'ai eu le bonheur de bénéficier du ministre de la fonction publique d'alors, en 2016, qui m'a envoyé des grands inspecteurs. On a fait un diagnostic rapide et le conseil était là. Donc en réalité, sur le plan administratif, la mairie de Porto était dans un trou. Et tous les audits FADEC que j'ai lus ne sont pas de nature... En tout cas, tous ces audits étaient négatifs. À tous ces audits, on se rend compte clairement que chacun faisait des choses, ce qui faisait qu'il y avait des problèmes à gauche, à droite, au niveau de l'administration. Et grâce à cet audit que j'ai demandé et que le ministère de la Fonction publique m'a aidé à faire, plus les audits FADEC. Ça, c'est pas pour manuel de procédure financière. Là, nous avons pris l'engagement de vraiment de relever le défi. Et à partir de là, la première des choses, c'est l'organisation. Une manière de procédure, c'est d'abord les hommes, c'est d'abord une organisation. Il faut restructurer l'administration. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a amené à mettre en place une équipe pluridisciplinaire, composée aussi bien des cadres que des élus. Et nous avons travaillé pendant 1 mois, ce qui nous a permis de faire un nouvel organigramme. À partir de là, maintenant, je crois que les fonctions ont été redéfinies parce qu'il y avait une confusion dans les attributions. Donc, le niveau de structuration de l'administration, c'était à 2 niveaux. Il y avait l'ORG et les directeurs. Et les directeurs n'ont que des assistants. Donc j'ai dit non, il faut descendre dans l'administration, mettre l'accent sur créer des services. Et ces services, en dessous de ces services, il y a que des divisions pour responsabiliser davantage chacun. Donc c'est cet exercice-là qui nous a fait, qui nous a permis d'avoir quand même des gens. Nous avons beaucoup de gens qui ont des compétences, mais ils étaient mal utilisés. Et ceux qui étaient responsables de ce qui se passe, c'est seulement le directeur et son assistant. Maintenant, aujourd'hui, la responsabilité est partagée jusqu'au niveau division. Les critiques au départ disent non, il a augmenté le nombre de postes. Mais contrairement à ce que les gens croyaient, ça nous a permis de diminuer
de réduire les charges de fonctionnement, les charges salariales, les charges des primes de responsabilité. Parce que quand on a fait ça, donc, il faut être nommé, il faut être assujetti à faire quelque chose pour pouvoir bénéficier de la prime de succession. Désormais, c'était ça. Donc ceux qui n'auraient pas été nommés à un poste dans l'organigramme ne pouvaient pas espérer. Et là, on a économisé dès la mise en œuvre de l'organigramme près de 200 millions. Parce que tout le monde accordait des primes à tout venant. Le balayeur, n'importe qui a des primes de suggestion. Voilà, c'est dans ce désordre-là que les choses fonctionnaient. J'ai fait un appel à candidature. Je suis venu de très loin, moi je viens d'une entreprise. Pour le premier réflexe, c'est de dire voilà, beaucoup de gens sont là, ils disent mais tous ceux qui ont envie d'occuper des postes de chef service, qu'ils envoient leur dossier, j'ai reçu des CV, mais par la suite, j'ai fait appel à un cabinet de recrutement qui a pris le nouvel organigramme qu'on venait d'adopter. Et dès qu'ils ont pris l'organigramme, ils ont dit voilà, mettez-moi, je leur donne les cahiers de charge et ils ont essayé en fonction de la description des postes de ces services, ils ont fait des questionnaires et on a fait un appel à candidature et beaucoup de gens ont soumissionné. Ceux qui ont soumissionné, parmi eux, il y en a qui ont été bien positionnés, c'est ceux-là qui ont été nommés aux divers postes de responsabilité. Je n'ai pas fait seul, je n'ai même pas participé. Il y a le cabinet qui est assisté par le secrétaire général adjoint de la mairie d'alors, le secrétaire général adjoint, il y avait mon décès, et le directeur des affaires sociales des CAS. Pourquoi lui? Je l'ai choisi là parce que il fut responsable des ressources humaines quand il était encore en fonction au ministère de l'Enseignement. Donc, il s'y connaît. Donc, voilà ceux-là qui sont restés dans ce bureau. Ils ont travaillé pendant un mois et ils ont sorti la liste des gens présélectionnés. Et par la suite, ils ont passé à l'entretien. À l'entretien, c'est les gens qui sont les plus motivés à occuper les postes. C'est ça qui a été noté et finalement, j'ai fait. Mais la conséquence, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui n'ont pas eu d'arrêté de nomination à un poste de responsabilité n'avaient plus droit aux indemnités. Avant, tous les agents de la mairie de la responsabilité. Voilà un exemple. Et on a gagné du coup près de 210 millions, je crois, à peu près. Les gens criaient qu'il y aura trop de monde, mais en réalité, il y a trop de monde comme responsable, mais ça nous revenait moins cher que d'attribuer des plus de responsabilité, de suggestions. Les gens qui ne sont assujettis à rien. Maintenant, on sait qui répond de quoi aujourd'hui. Quand on vous confie un travail, on doit pouvoir vous motiver. Il y a la sanction, il y a aussi la motivation. Donc, voilà un peu au niveau de l'administration ce que nous avons pu faire pour redresser. Et maintenant, nous sommes attelés à rédiger le manuel de procédure. Nous avons observé pendant un an, voir comment, et tenir compte des audits, tout ça, les reproches qu'on nous fait, pour pouvoir rédiger un manuel de procédure aujourd'hui qui est recherché par des institutions qui nous aident au niveau de l'administration, dans les administrations communales. Parce que le manuel de procédure, tel que j'ai fait, j'ai tenu compte de ce qui se fait dans les entreprises. Nous avons eu l'occasion pendant notre cursus passé, avec des systèmes canadiens, on a pu mettre en place un manuel de procédure dans l'administration où j'étais. C'est cette manière de faire, de rédiger, parce que ça a été fait par plusieurs commissions. Ce n'était pas ce que Braille voulait, et j'en ai fait. Aujourd'hui, les auditeurs, les gens qui viennent aujourd'hui, pourraient envoyer des gens et qui doivent nous faire des choses, des propositions pour nous appuyer. Mais tout le coup derrière ce manuel-là, donc ce manuel de procédure de la mairie de Porto-Novo risque d'être la référence. C'est ça que beaucoup de gens vont adopter
en tout cas que les gens vont adopter et imposer à toutes les autres communes. Voilà des choses que nous faisons sans faire beaucoup de bruit. Le bruit ne sert à rien. Il vaut mieux travailler. Et vous travaillez, le moment venu, les sachants sauront l'apprécier. Nous avons sorti notre bilan. Je crois que les gens étaient surpris de voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, demain, l'administration, voilà. Sur le plan éducation, nous avons également des compétences que la loi nous a conférées. Et nous essayons, en fonction des moyens qui nous sont envoyés, en fonction de nos ressources propres, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons pour pouvoir quand même accompagner l'enseignement. Nous avons tenu compte vraiment des moyens, des besoins les plus urgents. La première année, les résultats scolaires étaient catastrophiques. J'avais honte. Porto-Novo quand même, qui était quand même la première ville du Bénin, c'est la ville de référence. Tous nos aînés ont étudié à Porto-Novo, qu'ils soient du nord, du sud et de l'est. Il y avait beaucoup de références ici. Le lycée Béhanzin n'est plus le lycée Béhanzin. C'est même plus un centre d'excellence aujourd'hui. Il y avait les résultats que nous avions eus. Le préfet, tout ça, là, on a dit, mais ça, là, il faut faire quelque chose. Et nous essayons, on a imaginé les solutions, voir les écoles qui sont, pas les becs, pas de bons résultats, on essaie de les accompagner, pas de petits trucs, les aides pendant la chose là. Mais nous avons un meilleur suivi sur tout ce que je fais dans l'enseignement. L'année qui a suivi, ça a commencé par remonter. Remercions Dieu que Porto-Novo n'est plus le dernier dans le classement au niveau scolaire dans notre département, tout au moins. Et les meilleurs aujourd'hui de chaque école, les meilleurs BPC au bac, au certificat, sont reçus par le maire de la ville. Ils déjeunent avec le maire. C'est un élément de motivation. Donc, c'est un élément que nous avons commencé, ça a même encouragé les écoles. Puis il y a eu compétition au niveau des écoles. Parce que les écoles, les meilleures écoles aussi sont primées. Donc, voilà à peu près au niveau de l'éducation. Je crois que vous verrez le détail dans notre rapport. Sur le plan de l'assainissement, nous avons commencé, mais les moyens que nous avions à notre disposition ne nous permettaient pas. Ne nous permettaient pas de pouvoir nettoyer la ville telle que l'on souhaitait. Parce que la ville est devenue de plus en plus grande. Porto-Novo n'allait pas jusqu'à Canéville, pendant se limitait seulement à la première au boulevard extérieur. Mais la ville s'élargit tous les jours. S'élargit, Wando, le circuit en seul vaut déjà tellement vaste, et il faut entretenir tout ça. Le drame, c'est que c'est 20% seulement des voies qui sont recouvertes, ce qui pose problème. Nous avons plus de 120 tonnes de déchets qui sont produits par an au niveau de Porto-Novo. Et tout ça, là, il faut les évacuer de Porto-Novo. Nous avons un centre d'enfouissement technique qui est à Takon, à 35 km d'ici. Mais il faut un coût. Quand j'ai fait une année, la première chose à la fin, j'ai fait le bilan. Ça m'a coûté déjà 350 millions. L'allocation des camions qui devait nous permettre de prendre les ordures et de les ramener à Takon. Mais avant ça, on avait encouragé les ONG pour ce que nous appelons la pré-collecte. Donc, on a demandé aux populations des ONG, voilà, organisez-vous, les jeunes, les chômeurs, pour aller vers les ménages, comme 1000 francs, 1500, et vous leur prenez leurs ordures. Mais il faut les mettre. Ainsi, on a divisé la zone Porto-Novo en 10 zones de regroupement. Et nous avons dans chaque zone un centre construit. Et ces ordures qui sont déposées à ces 10 centres, nous venons, avec, comme on n'a pas de camion, on loue des camions chez des privés
qui vont récupérer ces ordures, chargent et on va déposer là-bas. On revient. On va déposer, on revient. Ça fait déjà pratiquement la moitié du budget des salariés de la maison. Donc c'était vraiment difficile. Il y avait deux solutions à ça. Soit l'État, comme l'a fait le Burkina Faso, donne les moyens, augmente les ressources par rapport à la salubrité de la ville. Au Burkina Faso, je vais parler de Ouaga par exemple, en son temps, l'État burkinabé donnait 1 milliard pour la propriété de la ville de Ouaga. Parce que je me rappelle bien, le maire de Ouaga est venu ici, à la deuxième mandature, quand Ouédi était encore président, et les gens disent, mais quels sont ces secrets pour que la ville de Ouaga soit aussi propre? Donc c'est seulement grâce aux milliards des déchets que Ouaga... Donc voilà une approche. Tant que l'État ne va pas mettre assez de moyens, les villes n'étant pas des unités de production, on ne produit pas grand-chose. Ce n'est pas sur les petites tasses. Les tasses qu'on prélève dans les marchés, 100 francs, 50 francs, qu'on doit pouvoir faire face à tout ça. Donc, soit l'État donne les moyens, renforce, donne les moyens qu'il faut pour que la ville dispose assez de moyens, assez de camions, assez d'hommes pour aller balayer. Nous avions près de 300 balayeurs. C'est ça que j'ai hérité quand je suis arrivé ici. Et qui étaient sans contrat. Mais on les paye à vue. 30 000 francs par personne tous les mois. Mais ils sont insuffisants. Si on veut utiliser. Alors que si on avait des routes recouvertes, des choses habituées comme à Cotonou, avec des machines, on peut balayer plus facilement. Donc, j'ai dit que l'État peut nous donner ça. Si l'État ne peut pas faire ça, l'État peut créer une entreprise pour nous soutenir. Et c'est cette option que notre État a choisie. L'État a créé une agence qui a réfléchi sur la question de la salubrité dans les 5 grandes villes vitrines du pays. Et ils ont remarqué que ces communes, quel que soit Alpha, ne peuvent pas faire face à ces dépenses de salubrité. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. À moins qu'on veut leur demander au maire d'aller voler. Pour assurer la propriété telle que les gens le veulent. Donc l'État a pris tout ça, il a dit voilà, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens, et pour être plus efficace, donc il faut qu'on fasse ça à une entreprise. C'est ainsi que la société de gestion des déchets a été créée. Et nous, les 5 maires, nous sommes membres du conseil d'administration. La première ressource qu'on a mise à la disposition de la société, c'est 10 milliards. Vous vous imaginez? Mais 10 milliards, je crois que quand l'argent sort, ça change. Le portefeuille n'est plus sale aujourd'hui, Wizard n'est plus sale. Parce que il y a eu beaucoup plus de moyens qui ont été donnés à l'entreprise, qui a acheté beaucoup de camions, beaucoup de tricycles, recruté des gens, l'habillement même de ces gens la nuit quand ils travaillent. Ils ont travaillé toute la nuit. Et c'était dans la journée. Donc l'État béninois a choisi de nous aider à travers cette agence qui a été créée. Puisqu'en réalité, une ville, ce n'est pas l'affaire de choses là du maire. Le maire ne va pas sortir l'argent de sa poche, il ne va pas voler pour faire. C'est l'État qui assure le développement de toutes nos contrées. Et l'État doit donner les moyens. Choses là. Nous n'avons que pouvoir déléguer. Les maires sont des délégataires de pouvoir du chef de l'État, comme des ministres, etc. Donc, dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre de la gestion du territoire, il y a un certain nombre de compétences qui nous ont été conférées, qu'on nous a remis. Mais ces compétences doivent être accompagnées de moyens. On nous a donné le pouvoir de gérer, par exemple, l'électricité, les lampadaires, l'éclairage public. Je vous donne un exemple. Les maires ont cette compétence. Mais malheureusement, quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé une dette de 1,6 milliard. Je l'ai dit dans mon discours à l'investiture. Les gens, tout le monde a crié, dit, mais quoi, 1,6 milliard? Tout ce que vous voyez comme compteur et comme lampadaire dans la ville, pour l'éclairage public,
la société d'énergie et d'électricité nous envoie des factures par poteau. Ils ont mis comme on l'a dit, laisser les villes gérer. Donc les autres, c'est eux qui avaient conçu le réseau. Donc, ils ont mis un compteur sur chaque poteau. Et comme à la maison, quoi. Donc ils viennent tous les mois, ils relèvent le compteur et ils produisent la facture. Je reçois des milliers de factures tous les mois de la SBE. Et ces factures, il faut les payer. Mais comme avant, les gens ne payaient pas, les choses se sont accumulées. Ça fait un tas de choses là. Beaucoup de dettes qui sont là. Et j'ai commencé par courir, partout dans mes discours, j'en parlais. Et les gens m'ont dit, mais comment vous pouvez dire que vous avez des dettes au niveau de des choses là? Aucun pays au monde, aucun mail, parce que c'est les ristournes que les gens donnent au niveau de la société, de l'électricité, que c'est ça qu'on paye. Je suis renseigné, effectivement c'était ça, il y avait 2%, je crois qu'il y avait prévu, sur les recettes des paiements des factures par les privés de la ville. Il y a les 2% qui doivent revenir à la mairie et on certifie, on fait la compensation. Mais il se trouve que Porto-Novo, c'est une ville qui n'a pas d'entreprise. Il n'y a que des dortoirs. Donc la SBE ne peut pas nous retourner de l'argent si elle n'a pas perçu, si elle n'a pas recouvré. C'est ça la problématique. Porto-Novo est dans un cas vraiment atypique. Nous n'avons pas d'entreprise. Alors qu'à Cotonou, déjà ici, il y a beaucoup d'usines, des grands hôtels, tout ça là. Ceux-là payent, ils sont obligés de payer. Et quand, à la fin du mois, on fait la comparaison, on fait le calcul, la mairie a toujours un solde positif par rapport au compteur. Par rapport à la facture qu'il produit, que la SBE produit, qu'il nous envoie. Si on voit le risque on doit le retourner, c'est toujours positif en faveur des villes. Et c'est que Cotonou, ces messieurs-là, ils ont même de l'argent en plus sur la SBE. Et ici, c'est le contraire. On est, sauf l'année par 2019, il fut 2-3 mois là où on a été un peu excédentaire. Mais c'était rare. Je ne sais pas par quel miracle ou bien les gens surfacturaient, je ne sais pas. Mais il y a eu un mois de juin, je crois, de juillet 2019, où quand on a fait la compensation, ce mois-là, bizarrement, on était excédentaire. Donc on n'avait pas de 10 millions en plus qu'on a utilisé pour solder d'autres dettes. Voilà comment les problèmes de Porto-Novo se posent. On ne peut pas rester loin et comprendre ces choses. Je vois beaucoup de gens dans Abrada, tout ça, qui veulent mieux gérer. Mais c'est sur le terrain qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, que l'État donne les moyens, renforce les moyens. Que les transferts de compétences soient appuyés, soient accompagnés par ce que nous appelons le transfert des moyens. Si vous me donnez une compétence juridique et que vous ne me donnez pas les moyens pour le faire, je ne peux pas faire du miracle. Là, vous envoyez les maires au suicide tous les 5 ans. Donc, il faut que les transferts de compétences soient accompagnés des transferts de moyens. Moyens humains et moyens financiers. Moyens humains, je crois que nous avons besoin des ressources humaines compétentes pour gérer les villes. Parce que le développement, c'est d'abord la base. Quand ma ville se développe, c'est d'abord dans la base qu'il faut commencer. Et non pas le sommet. La pyramide doit être comme ça. Aujourd'hui, la pyramide en matière de ressources humaines est renversée. C'est une pyramide qui pourrait, parce que nous avons beaucoup plus de cadres compétents au sommet de l'État qu'au niveau de nos communes. Vous imaginez, je n'ai même pas un seul ingénieur en électricité dans la capitale du Bénin, à la mairie de Porto-Novo. Et voilà tout ce que nous avons comme réseau à entretenir. Je n'ai même pas un seul ingénieur. Je n'ai même pas un seul bac plus 3 en énergie.
Alors que nous en avons dans les ministères qui sont là, qui gèrent les projets, les grandes choses. Non. On devrait tout faire pour que ces compétences soient localisées dans les grands centres, et surtout les villages à statut particulier. On devrait ramener des hommes compétents, des gestionnaires de projets, les gestionnaires de ceci, les ingénieurs agronomes, tout ça là, dans nos communes. Et à partir des compétences et des ressources financières qui vont l'appuyer, vous allez voir que le développement va reprendre. Autrement, là, c'est se leurrer. Moi, j'ai mon langage, je crois que je pouvais appeler les choses par leur nom. J'ai eu des ambitions, de très grandes ambitions pour la ville. J'ai sorti un livre personnel où j'ai prévu beaucoup de choses. Mais sur le terrain, je n'ai pas pu le faire parce que les moyens n'y sont pas. Donc, à tous les candidats, je crois qu'il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur verre, qu'ils essaient de venir. Mais s'ils font trop de promesses, ils vont passer à côté. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est facile, mairie. Il ne faut pas que les gens voient l'apparence. Il y a des difficultés. Il y a des mairies qui ont près de 3-4 mois de salaire non payé. Mais nous avons fait l'effort pendant les 5 ans pour payer les salaires. Mais c'est une performance. Je ne dois rien aux travailleurs, même les arriérés des années passées. Depuis les circoncisions urbaines, j'ai tout remboursé. Les gens, vous engagez des gens, vous les recrutez, et leur premier salaire, vous ne leur payez pas. Et vous les abandonnez. Il y en a des gens qui ont été recrutés, ils n'ont pas de contrat. Et c'est moi qui vais régler tous les problèmes qu'il y avait dans la maison. Mais j'ai fait ce que je peux. 83 millions de dettes salariales, sociales ont été payées. Des gens qui sont même dans la retraite, ils m'ont appelé, ils ont dit qu'ils n'espéraient plus. Il y en a malheureusement qui sont déjà morts. À qui on doit de l'argent, mais malheureusement, c'est fini. On a fait cet effort. Au niveau des affaires domaniales, c'est là où il y a eu toute une pagaille. Où, d'une manière générale, il y a trop de passe-droit dans la ville, surtout au niveau des travailleurs, au niveau des élus, tout ça là. Je crois que j'ai essayé de contenir autant que je pouvais tous ces passe-droits là, pour diminuer au maximum, pour ramener l'équité sociale. Sur le plan des affaires domaniales, je disais, j'ai voulu rétablir la justice. Je ne peux pas acheter mon terrain. On fait le recasement et on dit que je ne retrouve plus mon terrain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est plein. J'ai fait un petit audit sur un seul lotissement. Mais ce que nous avons trouvé, plus de 300 terrains ont été distraits. Pendant ce temps, il y a des individus qui ont droit à une parcelle, qui sont retrouvés avec 10 parcelles. Parce que soit ils sont membres du comité de lotissement, parce qu'ils sont chez le CA, parce qu'ils sont. Parce qu'ils sont parents à ceux-ci. Et voilà comment les réserves de la ville ont été gérées pendant longtemps. Et je suis bien surpris que certains qui sont passés ici, qui ont cautionné tout ça, se permettent de critiquer. Des gens qui ont fait beaucoup de tort à cette ville, à cette Porte-Novier, surtout en matière domaniale. Tous les juges sont au tribunal pour ce qu'ils avaient fait. Et c'est ceux-là qui veulent encore revenir pour donner quoi? Pour apprendre quoi? Pour apporter quoi? Ou bien pour venir corriger ce qu'ils avaient déjà mal fait. Vous imaginez, nous avons ce qu'on appelle le plan. Quand on fait le lotissement,
Il y a des réserves de la ville. Il y a une zone ici à Donouké où on a prévu de construire une école maternelle. Et le domaine a été réservé depuis plus de 30 ans maintenant. Loin de là, il y a une école primaire. Ces domaines sont réservés. Mais les gens se sont permis, je crois que c'est le 15 juin 2015, à la veille, à un mois de leur départ, de prendre ces deux domaines-là, de les morceler et de se les partager. Je ne sais pas si ils se sont permis de les partager sans aller en conseil municipal, sans autorisation du conseil, puisque c'est le conseil qui décide. Parce qu'un individu, soit-il adjoint au maire, lui seul fait un rapport au maire pour dire voilà, et dans telle zone-là, il y a trop de sinistrés, les gens qui n'ont pas trouvé leur parcelle. Et si un PV, une personne peut signer un PV. Et si ce PV-là, sur la base de ce PV, le maire prend un arrêté pour dire ces zones-là sera découpées et données pour satisfaire les sinistrés. Ça, c'est trop facile. Chez nous, on dit Amihorwe. Et Abianou. Et Abianou ici. Nous avons trouvé, moi je ne connaissais pas tout ça, j'ai trouvé des gens du quartier qui sont venus me voir dire maintenant, nous avons négocié avec la Fondation Claudine qui est prête à les aider à construire ces deux écoles. Où sont les domaines? On m'a montré les domaines dans le plan de lotissement. On cherche à voir. On a dit, ah non, qu'ils ont déjà partagé, certaines personnes. Quoi? Sur quelle base? Je suis arrêté, j'ai dit, mais il y a déjà une faille. Comme un criminel, ils n'avaient pas fait. Il y a eu cette faille-là, il n'y a pas eu de délibération. Je suis allé en conseil, j'ai dit, voilà un arrêté illégal. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de gens sont concernés, ça n'a pas été facile. Mais on a mis 1 an pour finir par accorder les violons au niveau du conseil pour que cet arrêté soit annulé. Et dès lors que l'arrêté a été annulé, donc tous ces domaines de la ville sont ramenés à leur position. Quitte à eux d'aller rembourser à qui ils ont déjà vendu. Parce que chacun, il y en a un quartier qui a pris 2, telle personne a pris 2. Donc, ils sont partagés comme des petits gâteaux. Des domaines de la ville. Mais aujourd'hui, après ça, nous sommes allés en conseil et avec des rapports assez précis, le conseil, que je remercie d'ailleurs, qui m'a soutenu, a accepté et ce domaine a été ramené dans le patrimoine de la ville. Aujourd'hui, nous avons l'une des meilleures, des plus belles écoles maternelles qui a été construite par la Fondation Claudine Talon. Et à côté, une très belle école avec du matériel vraiment, en tout cas, en mode d'1 an, tout ça a été fait, c'est très joli. Nous n'avons pas encore beaucoup d'écoles aussi bien équipées, aussi bien structurées, bien bâties. Donc voilà, ces exemples-là, il y en a plein. Il y a un lotissement à la polygolation était bien connu qu'on a la superficie, qu'on l'a remis au géomètre. Mais le géomètre se permet d'ajouter encore une épreuve d'un état en plus. Au résultat, finalement, maintenant, on n'a plus que... Mais qui a fait ça? J'espère que c'est quelqu'un qui est peut-être déjà mort. Je suis devant la police, je dis, on m'a interpellé. J'ai fait un rapport à la cueillette pour dénoncer ces genres de trucs. Maintenant, on demande à convoquer la personne. Celui qui était auteur de ça est déjà parti. Mais tôt ou tard, ces erreurs doivent répondre. C'est ça la vie. On ne peut pas voler indûment les biens d'une ville. J'ai posé le problème quand j'ai fait la reddition de comptes. Les syndicalistes, la société a dit non. La personne est morte, certes. Mais il a quand même des enfants qui bénéficient de ces biens. Les gens qui ont pris les biens de la ville sont enrichis. Les enfants en profitent aujourd'hui, ils sont tous en Europe, un peu partout. C'est moi, il faut les pauvres, qui sont les vrais propriétaires, il faut rétablir la justice.
Et on dit, mais non. Ceux qui sont administrateurs des biens de ces choses-là, ils vont répondre un jour. Donc, nous avons essayé, tant que nous pouvons, de rétablir, de commencer par rétablir l'équité dans la justice, dans la gestion des affaires domaniales. Si nous était donné de continuer, je crois que ça doit pouvoir se poursuivre sur tous les autres lotissements. Il y a 25 lotissements pendant vous. Pour vraiment remettre les choses. Il y a plein de sinistrés, il y a plus de 800 demandes de terrain, de gens sinistrés. Moi-même, personnellement, le salon de mon papa, là où je suis né, l'avoir appris ça. En fait, on est tous d'accord, on a accepté. Mais jusqu'à présent, la famille n'a pas encore été dédommagée. Donc nous sommes sinistrés aussi. Mais on n'a jamais eu ça. D'autres ont déjà eu certainement ça. Mais d'autres l'ont pris à notre place. Donc ces questions sont des questions vraiment fondamentales que le maire doit pouvoir gérer. Mais avec beaucoup de patience. Faire play avec beaucoup d'équipes de justice. Dans l'affaire domaniale, voilà. Nous avons fait des redditions de comptes par rapport à ça. Les populations ne savaient pas tout ce qui lui arrivait. Maintenant, les gens ont compris aujourd'hui. J'ai été obligé de payer 253 millions de francs à ces géomètres qui sont à la base de tous ces problèmes pour pouvoir les récupérer, les répertoires. On n'a pas encore tout récupéré, il reste encore. Mais on va tout récupérer. Parce qu'ils disent, pendant plus de 2 ans, ils me disent non, je ne peux pas vous remettre parce que la mairie leur doit, la préfecture, puis c'est autant de la préfecture que tout ça avait été initié pour la plupart, qui n'ont pas été payés. Donc par conséquent, ils gardent les répertoires par devant eux et ils font toutes les gymnastiques, on découpe, on coupe. Celui qui a droit à une parcelle, on ne lui donne pas, on donne à une autre personne. Donc tout ce désordre, c'est ça qui leur permet de pouvoir survivre. Donc le domaine de la ville devient pour chacun son fonds de commerce, pour chaque géomètre. Et l'idéal, c'est de récupérer tout et de gérer ça de manière plus professionnelle. Et là, j'étais en train de préparer un audit général. Nous avons fait un audit de maison sur un lotissement qui nous a permis de voir toute la pagaille qu'il y a eu. Maintenant, il faut faire l'audit pour avoir des cabinets d'expertise qui vont pouvoir faire l'audit sur tous les autres lotissements. Et là, ça va nous permettre en conseil de pouvoir prendre les grandes décisions. Voilà ce qui est en train d'être fait. Et si on venait, on doit pouvoir poursuivre ça pour que les gens, sur le plan, qu'il y ait une certaine sécurité foncière dans notre ville. Il y a plein d'autres domaines où nous avons travaillé. Là où les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est par rapport au domaine culturel. Voilà une ville. Je vous ai dit tantôt que la ville n'a pas de ressources. On n'a rien. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie. Même les entreprises qui doivent venir, quand ils viennent, il n'y a pas d'électricité. Parce que la quantité d'énergie électrique dans la ville n'est pas suffisante pour qu'une entreprise s'installe dans cette ville. Donc, sous-développement énergétique. Il y a une entreprise de l'Afrique du Sud qui était prête, qui doit venir. Mais c'est à cause de l'énergie, manque d'énergie. Ils sont venus, ils sont partis voir la SBE, ils ont vu la capacité, ce n'était pas suffisant. Ils ont dit qu'ils vont emmener des groupes électrogènes, ils vont produire. Alors, si j'appelle ça, ils vont produire, ça va donner même la capacité que la SBE a. Et j'étais prêt à le faire, mais à condition qu'ils vont revendre le surplus à la SBE pour renforcer la SBE. C'est là où ça a flanché. Mais l'entreprise est encore là, c'est des choses qu'on peut toujours relancer. Parce que tout se fait dans le temps, dans la durée. En 2 mois, 3 mois, en 5 ans, on ne peut pas vraiment régler tous les problèmes, tous les chantiers qu'on a ouverts.
Donc, je vous parlais de domaine culturel. Je suis arrivé, quand j'ai fait le bilan, j'ai fait le tout, j'ai vu qu'absolument, il n'y a rien. La mobilisation des ressources, on va presser les marchés, tout ça là. J'ai évalué, ça ne peut pas permettre de... Mais quelles ressources nous avons? Et j'ai remarqué quand même que Porto-Novo, quand même, c'est un musée à ciel ouvert. C'est une ville touristique, mais que personne ne sait. Il y a beaucoup de voyages dans le monde. Quand vous allez à Gorée, vous allez à Grand-Bassam, à Saint-Louis, mais les touristes vous bousculent. Pour manger à Grand-Bassam les soirs, dans les restaurants. Mais c'est plein. Et pourquoi il y a tant de monde là-bas et qu'il n'y en a pas ici? À Porto-Novo, le soir à 20h, il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus de rien. Donc c'est là que j'ai vu que nous avons quand même des potentialités qu'on peut développer. Donc le tourisme. Or, pour qu'il y ait du tourisme, c'est qu'il faut quelque chose pour les attirer. Ce qui doit les attirer, c'est l'architecture de la ville. La structuration de Porto-Novo. Porto-Novo, nous avons 100 quartiers. Et chaque quartier, nous avons toujours une placette, une petite place, Ronto. Et les noms des quartiers ont toujours un sens et une histoire. Ogou Kobe, le quartier de la divinité Ogou. Et vous allez là, vous allez trouver Ogou, là, son symbole quelque part, le fétiche quelque part. Donc il y en a à Tankome, il y a tout. Donc ces quartiers-là, ces Rontos-là ne sont pas là pour rien. Nos parents, nos aïeuls, nous devons les remercier. Nous devons les féliciter. C'était ingénieux. Ils sont même en avance sur nous. Pour avoir structuré, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Porto-Novo est une cité imprenable. Aucune guerre n'est jamais arrivée, n'a jamais atteint Porto-Novo, le roi. Donc, partout, même le Aketou qui était tout puissant. Les tours d'Abomey sont allés jusqu'à prendre le porte est ramené. Même si la porte est retournée d'elle-même après, on met les gens. Mais ici à Porto-Novo, vous ne pouvez pas voir ça. Pierre a été arrêté à Tchoupa. Pourquoi? On ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Donc nous avons une richesse culturelle inouïe. Qui dort, que personne ne veut valoriser. Et je me suis dit, en valorisant ces richesses culturelles, c'est développer le tourisme. Ma motivation, au départ, c'est économique. Hein? Moi, je veux qu'il y ait de l'argent, Mais pour avoir l'argent, il faut quelque chose. Ce qui peut nous permettre d'avoir l'argent, c'est la culture. C'est notre richesse que les parents nous ont laissée à Dokoué. Cotonou n'a pas ça. Cotonou ne saurait. Cotonou, c'est une ville qui date de quand? Des années 60. Le port de Cotonou est né en 1963. Il n'y avait pas un port à Cotonou. Le port même, c'est à peine des années 63. Donc, quand Porto-Novo avait 600 000 habitants, il y avait peut-être à peine 550 personnes à Cotonou. Grand Popo, peut-être 100, 200. Pas Grand Popo était quand même ville. Abomey et Ouida. Voilà les grandes villes. Il y avait du monde. Mais Porto-Novo était la ville la plus peuplée à l'équation de l'histoire. Et la première est devenue la dernière aujourd'hui, malheureusement. Et tout ce que ces gens sont laissés, ces places et placettes, il faut les valoriser. Tous ces vaudous qui sont cachés dans ces couvents, qui ne sortent pas tous les jours, mais j'ai imaginé quelque chose pour les faire sortir. Pourquoi? Parce que je veux profiter pour révéler Porto-Novo au monde entier. Révéler Porto-Novo au monde entier. Que les gens découvrent qu'il y a quelque chose qu'on peut visiter. Le tourisme rapporte plus de 20% pour le budget du Sénégal. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est plus de 20%. L'industrie culturelle apporte 30% au budget américain. Et on va dire que nous n'avons rien, et croiser les bras.
Mais comme dans la vie, pour faire le commerce, on dit, le Yoruba, c'est le dit, Olo. C'est pour ça que j'ai décidé de concentrer nos efforts sur ce que nous appelons aujourd'hui le Festival international de Porto Novo. Il n'y a plus de commentaires à faire là. Vous avez vu tout le monde entier a vu le résultat en moins de 4 ans. C'est devenu véritablement un festival international. Il y a des fétiches que moi je n'ai jamais vus au plan international. Eyo, du Nigeria. Ils étaient devant le chef de l'État à Porto Novo en 2018, au festival de Porto Novo. Donc ça a commencé par prendre. Donc le monde entier sait aujourd'hui que quelque chose se passe à Porto Novo, qui a une ville qui s'appelle Porto Novo. J'ai des amis, quand ils viennent en vacances, des Canadiens, des Français, c'est que vous finissez de manger, ils disent hey, je vais aller à Ouida, je vais aller à Nati-Dégou, je vais à Chaudière. J'ai dit, mais vous avez des choses à voir ici? Ils ont dit non, ils n'ont pas vu ça dans les livres. Il n'y a rien qui est écrit sur Porto Novo. Maintenant, c'est ça là qu'on est en train de réécrire à travers ce festival qui permet aux gens. Vous allez aujourd'hui sur Google, vous mettez FIP, vous avez plein de choses aujourd'hui. Vous allez voir que d'ici 5-10 ans, que Porto Novo sera une destination. Une grande destination. Mais ce qui manque, c'est les hôtels. Les hôtels vont venir. Parce que quand l'homme, le financier, qui est celui qui a l'argent, et il voit qu'il y a du monde quelque part, quand tu lui dis de construire un hôtel, il va construire. J'ai mobilisé beaucoup de monde, je suis allé dans le monde entier voir tous les Béninois qui sont là-bas, construire chez vous, hôtel, tout ça là. Ça ne leur dit rien. Je crois que maintenant, avec le mouvement que nous vivons, tous les mois de janvier, par rapport au festival, je crois que la dimension va changer. C'est qu'il y a des gens maintenant qui me bousculent pour leur trouver un domaine pour construire des hôtels. Donc voilà, depuis l'éducation, l'assainissement, voilà quelques éléments que je peux vous apporter. Je ne peux pas tout dire. Dans le domaine de l'agriculture, Porto n'est pas une ville à vocation agricole. D'abord, on n'a plus de terre. Mais les projets pour lesquels l'État nous donne dans le domaine de l'agriculture, nous essayons de les accompagner. Parce que c'est l'État qui fait tout. Nous parlions de la mobilité urbaine. Parce que j'oubliais. À notre avènement, nous avons recensé tout ce qu'il y a comme voie à Porto Novo en 2016. 2015-2016. Et le gouvernement, quand il est arrivé, il a voulu savoir quelles sont les voies que nous voulons faire. Mais comme moi j'avais déjà ça, je lui ai envoyé 186 km de voies. Et le gouvernement, en tout cas l'équipe qui a travaillé au niveau du PAG, ils ont reçu certainement de toutes les autres villes et ils ont retenu 93. Ils sont venus me montrer ce qu'ils ont retenu pour faire. Et j'ai essayé quand même de changer un peu certaines choses dedans. Et finalement, tout ce que les gens ça a fait qu'ils étaient obligés d'augmenter encore 3 km. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons droit à 45 km de route pour le bonheur des peuples de Porto Novo. Et au moment où on le faisait, ceux qui disent que Porto Novo n'a rien fait, rien à faire, les derniers nés, les derniers partis qui sont nés il n'y a même pas encore 2 ans, qui viennent nous critiquer. C'était pas là en ce temps, au moment où on discutait, où on conseillait le gouvernement de ce qu'il doit faire. Puis c'est pas la ville, c'est pas le maire qui construit les routes dans les villes. Aucun maire n'a construit de route dans aucun pays du monde. À Cotonou, qui a construit? C'est Eliadi? Non. C'est Soglo, qui a construit? C'est toujours l'État qui construit. L'État est dans son rôle. Mais nous devons, en tant que maire, en tant que pouvoir délégué, pouvoir accompagner le gouvernement dans le bon sens. Toutes ces rues qui sont en train d'être construites, les cas de dédommagement, c'est la mairie qui prend ça en charge. C'est le contrat qu'on a signé. Nous allons chercher les fonds. L'État, je vais chercher les fonds. Vous allez choisir. Et tout ce qui est dédommagement, c'est notre contrepartie. Le suivi du chantier, l'entretien, c'est nous.
On dit qu'on ne peut pas parler des routes, d'affâtage là, dans notre bilan. Bien sûr. Puis c'est arrivé en notre temps. C'est arrivé en notre temps. Et nous avons eu cette chance de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes ambitions que nous. Parce que vous n'avez pas la chance, l'opportunité de trouver un chef d'État qui veut aller dans le sens que vous voulez, donc vous ne pouvez rien faire. Il est resté 10 ans au pouvoir. Mon prédécesseur qui a fait 7 ans au pouvoir à la mairie ici, il a eu combien de kilomètres de route? C'est cinquantenaire, 4,8 km. 4,8 km. Et par exemple, on dit, ah, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est lui qui a fait. Je ne peux pas lui contester ça. Aujourd'hui, pour baptiser cette rue, on a le rue, il y a le boulevard Yaïboni. Et il y a des rues là, on a dit, c'est chose à hausser de mon carême. De toute façon, c'est à son temps que ça a été fait. On avait même prévu que d'un côté vers l'autre, c'est Yaïboni et la fin, là-bas, on peut remettre à lui. Donc voilà Donc, si tu as la chance, ce qui arrive dans ton temps, c'est pour toi. C'est ta chance. C'est ce qu'on appelle la providence. Si quelqu'un n'est pas chanceux et qu'il vient au pouvoir, il n'aura aucune personne pour l'aider. Il va faire les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, il va partir, il n'y aura rien. Donc, on ne peut pas me dire que les 10 ans, les choses là, que c'est talon. C'est talon, d'accord. Le talon joue son rôle comme il le fait à Cotonou, il le fait ailleurs. Mais c'est qu'il y a eu une certaine synergie, une certaine harmonie entre lui et moi. Et c'est ça qui a fait qu'on est en train d'avoir ça. Ce n'est pas toutes les villes du Bénin qui ont cette chance-là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup fait. Nous devons remercier le chef de l'État. Parce que c'est un homme pragmatique. Il veut aller à l'essentiel. Et quand vous expliquez, pour avoir le boulevard qui passe, le premier contournement qui passe avant El Fateh, là. Dès que j'ai donné mes explications et que les gens lui ont rendu compte, il a autorisé. Il a complété, il a autorisé. Donc c'est vraiment un homme vraiment de développement. On avait besoin de chefs d'État comme ça. Mais c'est dommage qu'on n'en avait pas connu. Mais je crois que maintenant que nous en avons, je crois qu'il vaut mieux qu'on profite. Sur le plan de la salubrité, j'en ai suffisamment parlé. S'il n'était pas pragmatique et qu'il doit dire qu'il va nous envoyer le milliard pour l'assainissement, est-ce que nous avons cette capacité dans la ville de Porto-Novo, avec les ressources humaines que nous avons, de pouvoir vraiment bien gérer, de pouvoir bien contenir et de pouvoir bien faire? Les mêmes agents, les mêmes ouvriers que nous utilisions pour nettoyer la ville. Et la ville n'est pas propre, les quelques artères là. Ces mêmes personnes ont été recrutées ailleurs. Le rendement est meilleur. Parce que dans une entreprise, c'est pas comme à la mairie. Agent permanent de l'État, tout ceci, on sait comment ça fonctionne à 18h, tout le monde est déjà rentré. Mais les autres, ils travaillent la nuit. Et si tu ne fais pas bien, on te renvoie. Donc, on a besoin d'un homme aussi pragmatique que le chef de l'État. Qui est là, il a trouvé des solutions pragmatiques que nous appuyons sans réserve. Je crois que si on continue encore ensemble, nous les deux pendant 10 ans, lui là-bas, moi ici, vous allez voir que Porto-Novo va devenir Paris. Et nos enfants qui sont ailleurs, quand ils vont rentrer, on doit pouvoir sentir que... Et de toute façon, ça a déjà changé. Porto-Novo n'est plus... On a quand même les attributs d'une grande ville, mais on sent quand même Porto-Novo d'une grande ville. Par cause de l'ambition de monsieur, il aurait pu faire quand même des goudrons. On avait des goudrons à Porto-Novo, non? Sans aucune ambition. Ok, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je crois que j'ai essayé de dire ce que je peux. Le bilan, je vous ai invité les Béninois, les Béninoises, les Porto-Noviens et les Porto-Noviens à aller télécharger notre bilan sur notre site
www.emmanuelzosu.bj doit pouvoir retrouver tout le bilan en intégralité et voir et lire, prendre la patience, le temps de lire tout ce qui a été fait en 5 ans. On aurait pu mieux faire si nous n'avons pas des problèmes structurels, des problèmes organisationnels, que nous sommes évertués à régler pendant 2 ans, 2 ans et demi d'abord. Ramener les gens à un certain niveau de compétence, à un certain niveau de technicité, un niveau d'organisation, avant de pouvoir commencer par pouvoir vraiment tirer le maximum d'eux. Je remercie également le personnel qui m'a accompagné, qui a accepté mes contraintes. Parce que à la limite, je suis trop chiant. Corrige. Maintenant, aujourd'hui, ça a pris. Les gens savent ce qu'ils doivent faire dans chaque position. C'est un peu encore ça le rôle du manager que je suis. Amener les gens à bien faire. Ils ont commencé par bien faire. Et vous allez voir dans les bilans, quand vous voyez les chiffres, 2018, 2019, vous allez voir que les données ont commencé par s'améliorer au niveau des ressources financières de la ville. Voilà, une fois encore, je vous remercie. Je remercie le chef de l'État qui nous a donné cette opportunité de travailler dans la sérénité, dans la paix et d'atteindre les résultats que nous avons dans Porte-Nouveau. Voilà notre bilan, de manière résumée, que vous a présenté. Je voudrais vous inviter le 17 mai prochain à sortir massivement pour voter utile. N'allez pas disperser vos voix. Notre région Porte-Nouveau a besoin d'un leadership. A besoin d'un parti qui doit défendre les intérêts de notre région. Nous en avons droit aussi. Votez tous massivement pour le parti dominant et le seul parti qui reste aujourd'hui au niveau de la région de Lomé Plateau. Votez massivement pour le PRD. C'est le plus important. Et nous-mêmes, si nous avons la chance, vous votez pour nous. Si on revenait, vous allez voir de meilleures choses, de très bonnes choses de réaliser. Continuons ensemble de transformer notre ville telle que nous l'avons commencé, telle que vous le vivez depuis 5 ans.